Nous allons maintenant nous tourner vers une intervenante qui vient de Perpignan et qui va nous répondre, et on change un peu de sujet, qui va parler un peu de ce qui lui est arrivé. Je crois que ça arrive malheureusement de plus en plus en France. C'est des Français comme vous et moi qui sont obligés de quitter leur lieu d'habitation, non pas parce qu'ils sont en tort ou qu'ils doivent uniquement déménager, mais enfin ils sont amenés à déménager sous la pression de voyous, sous la pression de personnes qui contrôlent ces quartiers, qui exercent une terreur. Et là, nous avons le témoignage d'une personne qui est récemment passée dans les médias, notamment dans le Midi Libre, et qui va nous expliquer comment s'est passée cette chasse de leur famille qui doit aujourd'hui quitter sa ville. J'espère que nous sommes avec Myriam Picard. Oui. En ce moment. Bonjour Myriam. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous et merci d'avoir accepté de témoigner. Alors, je vous en prie. Vous êtes donc à Perpignan, vous êtes installé dans cette ville et progressivement la situation où vous vivez est devenue intenable à tel point que vous avez été amené à déménager. Vous allez déménager très bientôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Quel a été ce cheminement entre votre emménagement et votre départ? Oui, bien sûr. Alors écoutez, nous avons déménagé de Paris à Perpignan il y a environ 1 an et demi. Pour des raisons professionnelles, nous étions absolument ravis de venir dans cette ville, persuadés que nous y trouverions le calme qu'on n'a pas à Paris. Très rapidement, en fait, alors nous sommes installés dans le centre-ville historique et touristique de Perpignan. Ça, je tiens à le préciser, nous ne sommes pas dans une des zones du quartier nord, par exemple. Donc, nous sommes dans une rue assez chic du centre-ville. Et progressivement, nous nous sommes aperçus que le centre-ville était littéralement envahi quotidiennement, jour et nuit, par, j'appellerais ça des bandes de voyous. Aussi bien, alors je suis désolée de le dire, effectivement, de la communauté gitane qui est très forte à Perpignan depuis des siècles, que des bandes de jeunes, comme on dit, à scooter, qui terrorisent littéralement les gens du centre-ville. Donc ça passe par des rodéos à scooter quotidiens, des intimidations, des insultes et une attitude générale de conquistador, je dirais. Donc il y a eu plusieurs petits événements, entre guillemets. Mon mari s'est fait agresser en rentrant d'un dîner, je me suis fait insulter et agresser 15 jours avant mon accouchement. Et il y a 3 semaines, alors que je traversais une rue, un scooter a foncé sur moi, sciemment, et j'ai dû courir et je me suis fait renverser avec ma petite fille qui s'est retrouvée sur le trottoir avec le scooter qui se retourne et qui éclate de rire. Donc ça a été, je dirais, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le plus grave a été, donc effectivement, cette agression dont nous avons été victimes dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Alors je vais tâcher d'être précise sans être longue. Donc comme d'habitude tous les samedis soirs du rodéo dans notre ville, à 23h30 un bruit épouvantable, des scooters qui roulent, qui tapent dans les rideaux métalliques des magasins, etc. Donc nous leur demandons poliment de faire moins de bruit. La réaction a été assez immédiate puisque nous avons eu des insultes diverses et variées à connotation très clairement raciale. Donc nous avons averti la police. Et 20 minutes plus tard, le vacarme recommence, encore plus assourdissant. Donc excédé, mon mari prend une carafe, il y avait un fond d'eau dans cette carafe et balance l'eau, sans la carafe je précise, sur ces charmants garçons. En l'espace de 3 minutes, il y a eu des carrelages lancés sur notre façade et sur nos vitres. Je précise que la fenêtre de la chambre de ma fille était ouverte. Donc nous nous sommes précipités sur les fenêtres, nous les avons fermées, nous avons immédiatement appelé la police et c'est là que nous avons entendu des bruits qui venaient de notre porte, de la porte, non pas la porte cochère, mais la porte de notre appartement. Ils étaient montés à environ 4-5, je dirais, à notre étage, sachant qu'il y en avait toujours une dizaine dans la rue. Et ils ont commencé à défoncer méthodiquement et avec une brutalité inouïe la porte de notre appartement. Voyant ça, je me suis réfugiée dans les toilettes en réveillant ma fille et en la prenant avec moi. J'ai verrouillé la porte et pendant ce temps-là, mon mari se tenait de l'autre côté de la porte. En l'espace d'1 minute, ils ont littéralement défoncé en fait le mur qui soutenait la porte. Il y a une photo d'ailleurs qui est apparue dans le Midi Libre, oui, que nos auditeurs peuvent retrouver sur Internet, qui est assez explicite. On voit effectivement votre mur qui est fracassé. Voilà.
avec des morceaux de plâtre qui volaient. Enfin, c'était inouï. Et puis, il y a derrière toute la violence des propos que nous entendions, puisque, je suis désolée pour les oreilles des auditeurs de Radio Courtoisie, mais je crois que c'est important de le dire. Nous avons entendu des salsés francs, je traduis ça le français. À mon mari, c'était « Nous allons baiser ta blanche ». Voilà, je pense que c'est suffisant, j'en dirai pas plus. La police et la brigade anticriminalité sont arrivés en 3 minutes, ce qui est magnifique et je les remercie. Donc, ils se sont tous dispersés. Nous avons été extrêmement soulagés, comme vous en doutez, de les voir, puisque comme ils ne nous l'ont pas caché, ils arrivaient 1 minute plus tard et là c'était plus grave, c'était vraiment dramatique. Alors ils ont réussi à en attraper un jeune garçon que j'ai pu reconnaître formellement grâce à sa tenue assez voyante. Il se trouve que ce jeune homme de 15 ans en était avec notre affaire à son 123e chef d'inculpation. Voilà. Et donc, comme il a 15 ans, il a été libéré, relâché, remis à sa mère, quoi. Mais alors, 1 heure plus tard, faut le savoir. C'est-à-dire qu'on s'est pratiquement croisés, si vous voulez. Nous sommes arrivés au poste, il venait d'être relâché. Seulement, l'affaire ne s'est pas terminée là, puisque nous étions bloqués à l'intérieur de notre appartement. C'est-à-dire que la porte le mur ayant été défoncé, la serrure s'était bloquée. Donc, nous nous sommes retrouvés à 1 heure du matin à être évacués du 2e étage par les pompiers. Voilà, donc voilà à peu près ce qui nous est arrivé en l'espace, je le dis, c'est important, en l'espace de 5 minutes. Ouais. Et donc vous avez, alors quelle a été la réaction des autorités, par exemple de la police, des services municipaux? Est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce que pour eux c'est normal? Comment vous avez perçu? Puis, deuxièmement, quel est l'état d'esprit des habitants qui habitent ce quartier? Et troisième, quelle est l'action que vous avez menée, que vous avez l'intention de poursuivre? Vous avez porté plainte déjà? Bon, je vous laisse reprendre peut-être successivement ces 3 points. Bien sûr. Ouais. Alors, la réaction d'abord de la police, des policiers, des brigadiers qui nous ont auditionnés, il faut savoir qu'ils sont démunis. Ils sont démunis, ils sont écœurés parce que les policiers ce ne sont pas que des gens qui collent des contraventions gratuitement, c'est aussi des gens qui essaient d'assurer notre sécurité. Et je dois dire qu'ils étaient absolument désespérés devant notre cas. Bon, c'est sûr qu'avec un bébé du mois en plus, c'est d'autant plus touchant, parce que, comme ils nous l'ont expliqué, c'est toujours les mêmes qu'ils voient en cellule. Quand c'est des mineurs, ils doivent les relâcher, alors que c'est des mineurs qui commettent des actes d'adultes, avec une conscience et une responsabilité d'adulte. Et quand c'est des personnes majeures, il faut savoir que l'action menée par les juges et par certains magistrats est catastrophique. C'est-à-dire que, sous 1000 prétextes, ces jeunes gens sont relâchés. Et ça implique, très directement, comme le brigadier qui nous a auditionné nous expliquait, ça implique le fait que quand il y a une impunité régulière, la prise de conscience de ces jeunes-là diminue. Donc ça, c'est pour la réaction des policiers. Celle des autorités municipales est assez étonnante, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent que oui, c'est dramatique, oui, Perpignan devient une zone de non-droit, mais qu'ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que les ordres au niveau des effectifs de police viennent directement de Paris. Donc, d'une certaine façon, il laisse une situation pourrir, et notamment pour ce qui est des caméras de vidéosurveillance qui sont quand même dissuasives. Il faut savoir que là aussi, c'est le syndicat de la magistrature, à travers la commission de vidéosurveillance, qui décide de l'opportunité ou non d'installer des caméras. Donc là aussi, ils sont limités. Et vous m'expliquiez d'ailleurs hors antenne que l'un des critères pour attribuer des caméras, c'est le nombre de plaintes. Or, dans votre quartier, vous m'expliquez aussi que les gens n'osent plus porter plainte. Alors justement, on en vient à la réaction des habitants et principalement des commerçants, puisque nous sommes dans une rue où il y a énormément de magasins de vêtements de luxe. Les commerçants n'osent plus porter plainte pour une raison très simple, c'est qu'il y a des intimidations. Alors je vais vous citer juste 3 cas, mais qui me semblent assez probants pour vous expliquer pourquoi les commerçants n'osent plus porter plainte. D'abord, il y a eu une commerçante qui a été violée au bout de ma rue parce qu'elle avait refusé d'ouvrir son magasin hors des heures d'ouverture et de fermeture. Voilà. Une deuxième qui, après avoir prié 3 femmes de la communauté gitane de sortir de son magasin après une tentative de vol, a retrouvé le lendemain sa vitrine fracassée et tous les biens, les produits à l'intérieur de son magasin volatilisés. Et un troisième cas qui est assez ridicule, on peut le dire, mais qui au quotidien est exaspérant, c'est celui du tabac presse qui est en bas de chez nous, qui autrefois mettait ses journaux en devanture et qui a été obligé d'arrêter
parce que il y avait des petits gamins qui passaient régulièrement, les prenaient non pas pour les lire, mais pour les déchiqueter devant sa porte. La seule fois où il a osé protester, il s'est retrouvé avec une dizaine de voyous devant sa porte. Voilà, donc les commerçants sont usés, n'osent plus porter plainte, et le problème c'est qu'en ne portant pas plainte, ça n'influe pas sur la décision des magistrats à donner l'autorisation d'installer des caméras. Et là où les élus étaient très contents, c'est parce que là, ça y est, ils ont un cas grave dans les mains, à savoir le nôtre, et ils espèrent pouvoir du coup appuyer cette demande de caméras. Voilà, donc ça c'est pour effectivement la réaction des habitants. Et donc, alors, vous avez désormais, vous, devant chez vous, un vigile, je crois, pour la nuit. Oui, voilà, nous avons un vigile la nuit qui a été payé par notre assurance et la police municipale, dont le chef est venu nous voir à notre domicile, patrouille un peu plus. Mais ça reste quelque chose de très ponctuel. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que dans le quartier, il y a d'autres exemples de familles qui partent comme ça? Vous sentez que progressivement, ils vont abandonner les commerçants qui ont baissé le rideau Tout à fait. Alors les commerçants, non, parce que ils n'ont pas le choix. Si vous voulez, c'est souvent des gens qui sont dans la région depuis des années, des générations. Leur vie, leur clientèle, elle est là. Donc ils préfèrent subir parce que s'ils partent ailleurs, c'est la faillite pour eux. Pour ce qui est des gens du centre-ville, beaucoup de personnes qui ont appris mon histoire sont venues me voir en me disant mais vous savez, nous avons déménagé à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de Perpignan pour être à la campagne. Parce que la ville même est devenue impraticable. Je veux dire, c'est pas juste Perpignan, c'est quelque chose qu'on observe dans énormément de villes de France. Oui, bien sûr. Alors, vous avez quand même le courage de déposer plainte. Vous avez également engagé une action auprès d'associations antiracistes, parce que clairement, là, vous étiez aussi visé comme Français de souche, comme de gens de couleur blanche. Là, voilà. Vous exposiez quelques-unes des insultes qui sont assez explicites. Est-ce que vous avez saisi des associations et lesquelles? Et quelle réponse vous avez eue en retour? Alors, écoutez, là, nous allons en fait saisir le MRAP. Donc, je précise donc le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, puisque là, il s'agissait clairement de racisme. Nous allons donc faire ça très prochainement, soutenu dans ce combat par la Griffe et Bernard Anthony, je tiens à le préciser parce que c'est un soutien qui est précieux dans notre situation. Et il se trouve qu'il y a énormément d'internautes qui nous ont dit, écoutez, nous avons envoyé des courriels, des mails à la LICRA, au MRAP, etc. et nous n'avons eu aucune réponse. Et là, je crois qu'il y a quand même une hypocrisie monstrueuse parce que nous aurions été un jeune couple d'une autre origine. Je pense très sincèrement que ça aurait fait la une des médias. Voilà. Sauf que là, ça n'est pas intéressant. Et du coup, pour l'instant, bien sûr, aucune réponse. Alors, je vous dis, nous allons le faire. Nous allons dès demain aller à l'antenne MRAP de notre ville, sans nous faire trop d'illusions. Mais puisque le système est censé être le même pour tout le monde, nous estimons qu'il doit convenir à nous aussi en tant que citoyens français. Alors, vous êtes un cas d'autant plus intéressant que vous-même, vous avez travaillé à titre personnel sur la question de l'intégration. Tout à fait. Et du coup, est-ce que cette réalité que vous venez de vivre, elle est très éloignée déjà de l'analyse que vous aviez faite en tant que chercheur, et quel regard vous portez aujourd'hui sur ça, ce rapport entre des communautés de souche et d'origine étrangère notamment, qui semble être une des zones de conflit particuliers, quoi. Alors, donc j'ai effectivement travaillé sur le sujet et je dois dire que non, je n'ai pas été surprise. J'ai été bien sûr choquée, traumatisée par ce qui nous est arrivé, mais ça ne m'a pas surprise parce qu'effectivement, je m'étais beaucoup penchée sur la question. Je viens d'un milieu d'enseignants. J'entends ce que mes amis enseignants racontent, qui est terrible. Donc ça ne m'a absolument pas surprise. De ce point de vue-là, voilà, ce que j'ai pu lire, entendre, écouter est exactement ce que nous avons vécu. Moi, l'analyse que j'en fais, je dirais d'abord, il y a un vrai problème au niveau des médias. Je pense que le fameux plafond de verre dont on nous rebat les oreilles dans le cas de la parité homme-femme, il est dans les médias à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, les médias terrorisent les politiques, les Français, parce que dès qu'on ose dire qu'il y a un problème, justement, très clair d'intégration aujourd'hui, d'une certaine partie, je tiens à le préciser, de citoyens français d'origine immigrée, vous êtes aussitôt taxé de racisme, de xénophobie, d'islamophobie, etc.
Donc déjà, le problème, il est là. La population française est aujourd'hui terrorisée par une quantité, une poignée d'associations comme le CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires, qui est présidé par Patrick Lozès, ou des personnalités comme Dominique Volton, ou encore Dominique Sopo, et la furie que nous connaissons tous, Ouria Boutelja, qui a créé le fameux Parti des indigènes de la République. Et qui avait employé cette fameuse expression des sous-chiens, en parlant donc des Français d'origine française, de souche française. Je pense que il y a très clairement un problème de communautarisme aujourd'hui qui a été voulu et encouragé par ces associations, c'est-à-dire qu'elles ont voulu prêcher une ouverture, et au lieu de ça, elles ont enfermé les Français en petits groupes ethniques, ce qui fait qu'aujourd'hui chacun réclame des droits, jamais ses devoirs. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement des Français comme nous qui quittent les banlieues, qui s'enferment chez eux, qui prennent des chiens, qui sont littéralement terrorisés parce que en parler, c'est être raciste. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience de ça, sans la moindre, je dirais, nous ne sommes animés ni par la haine ni par la colère, mais par je dirais, le désir de justice, d'équité. Et le souci tout simplement de notre avenir, parce que ma fille aurait pu y passer, et je crois que ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours à Grenoble nous donne un bon indicatif de l'ampleur des dégâts passés, présents et à venir. Donc, vous faites référence de cette histoire de lynchage de ce jeune homme à Grenoble. Voilà, pour une cigarette en fait. Myriam, merci beaucoup d'avoir bien voulu témoigner. Je vous poserai une dernière question dans le Libre Journal des idées politiques de Max Lebrun. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Quelle action on peut éventuellement, si on a envie de vous aider, entreprendre? Qu'est-ce qui vous paraît le plus efficace à faire? Alors, le plus efficace, je pense, n'est pas forcément le plus amusant, mais il faut écrire. Il faut écrire au préfet, au maire de Perpignan, ne pas hésiter à envoyer des courriers au cabinet de Nicolas Sarkozy, ne pas hésiter à harceler les forums et les adresses mail, à les saturer des associations comme effectivement la LICRA, comme la HALD, comme le MRAP, pour bien montrer que d'abord les Français ne sont pas muets, que nous sommes extrêmement nombreux à vivre ça. Nous, une fois de plus, je le répète, c'est important, on ne fait pas ça pour nous. On fait ça parce qu'il y a une majorité silencieuse qui subit, qui souffre. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait d'écrire, de se manifester, d'essayer de relayer le plus possible l'information de ce qui s'est passé et de ce qui se passe, d'ailleurs, il n'y a pas que nous, on est beaucoup plus nombreux que ça, peut avoir du poids, peut-être d'abord sur les médias, leur montrer que les gens sont lassés de voir cette espèce d'énorme abîme entre ce qui se passe et ce qu'ils rapportent. Voilà, je pense que pour nous, en tout cas pour mon mari et moi, c'est vraiment ce qu'on demande autour de nous, c'est de relayer l'information, d'en parler et vraiment de se sentir concerné parce que, vous voyez, nous ne pensions pas que ça pourrait nous arriver, pas chez nous, pas de cette façon, et ça nous est arrivé. Voilà. Merci beaucoup Myriam, et je vous souhaite un bon emménagement dans votre nouveau point de chute, en espérant que la vie soit un peu plus paisible, plus calme. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. Au revoir madame.